Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai invité une très belle personne. Je vais la laisser se présenter juste après. On accueille aujourd'hui dans mon podcast Anya. On va parler notamment de son livre et de tout ce qu'elle nous partage. Bonjour Anya, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que dans un premier temps, Anya, tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui écouteraient ce podcast et qui te rencontreraient pour la première fois? Avec plaisir. Bonjour Marion, bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors moi, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach en résilience et j'accompagne les victimes de violences sexuelles à se libérer et reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc, je suis également fondatrice de l'association Les Résilientes et j'organise à Paris des groupes de parole pour les hommes et les femmes qui ont vécu des violences sexuelles. Et je suis auteure d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « L'or de nos cicatrices ». Se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. C'est ça. Je partage toutes les clés pour que les personnes puissent reprendre leur pouvoir et se libérer à leur tour de leur passé. Tout à fait. Donc, j'ai ce livre justement entre les mains. Je vous mettrai le lien pour vous le procurer si cela vous intéresse. Justement, j'aimerais qu'on en parle de ton livre parce que est-ce que déjà tu peux nous partager ton histoire? Pourquoi tu fais tout ça aujourd'hui en fait? Est-ce que tu peux en quelques mots nous parler de pourquoi? Je vais faire de façon succincte, sinon je pourrais raconter ma vie pendant des heures. Moi-même, je suis une résiliente d'un viol que j'ai subi dans mon enfance. Donc moi, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42, donc j'ai un parcours de 27 ans sur le chemin de la reconstruction et de la résilience. Et moi, pendant 20 ans, j'ai gardé le silence en fait sur ce que j'avais subi. Donc j'avais fait le choix de me taire et de m'enfermer dans la solitude et l'isolement. Moi, j'ai libéré ma parole il y a 6 ans maintenant. Voilà. 6 ans, j'ai commencé à libérer ma parole. C'était déjà 21 ans après les faits. Et après ça, on va dire que j'ai fait un bond en avant spectaculaire depuis la libération de ma parole jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai mis en place, moi j'ai porté plainte il y a 4 ans, en plein MeToo, donc le premier MeToo en 2017. Alors moi, je suis une victime dite prescrite, parce que moi, je dépendais de l'ancienne loi. Donc, dans mon cas, il y avait prescription. Et quand j'ai porté plainte, donc 23 ans après les faits, j'avais à l'époque 38 ans et 11 mois. Alors, il n'y avait pas de poursuite judiciaire parce que c'était prescrit. Mais j'ai fait dans un but de reconnaissance du préjudice que j'avais subi dans mon enfance, parce qu'à l'époque, dans mon parcours, j'avais besoin de ça, de la reconnaissance de la société. Et après, on va dire que c'était une étape, ça ne m'a pas suffi et j'ai cherché en fait à donner du sens à mon épreuve, c'était important en fait. Moi, j'avais un moment dans mon parcours aussi une quête de sens et d'identité qui était très forte. À l'époque, je travaillais pas, j'étais pas encore coach ni thérapeute parce que maintenant je suis également thérapeute. Je travaillais dans la mode pendant une vingtaine d'années, donc j'étais créatrice en accessoires de mode. Et après, j'ai fait un burn-out aussi. Puis après, j'avais une série d'essais dans ma famille aussi. Enfin bref, j'avais plein d'épreuves dans ma vie. Donc les violences sexuelles, on va dire, c'est un type d'épreuve, mais j'en ai eu d'autres dans ma vie. Après, j'ai eu une séparation aussi au sein de mon couple. Bref, et après, ce qui m'a amené en fait à sur le chemin de la libération de la parole et cette quête de sens, en fait, qu'est-ce que je fais de mon épreuve aujourd'hui? Parce que même si j'avais libéré ma parole, j'avais porté plainte et tout ça, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, ça me suffit pas, en fait. Ça me suffit pas. Puis c'est vrai que dans mon cas, j'avais pas de procédure judiciaire, il n'y avait pas de procès. Et donc, j'avais besoin de plus dans mon cas. Et après, je me suis pas mal formée dans tout ce qui est accompagnement de victimes de violences sexuelles. Je suis allée pendant 1 an me former auprès d'associations et j'ai fait une formation qui m'a passionnée. C'était la création et l'animation de groupes de parole. Et c'est là qu'en 2018, je me suis lancée dans cette aventure. Donc, entre-temps, j'avais aussi ouvert mon blog. Pour replacer les choses, fait mon blog qui s'appelle Les Résilientes. Parce qu'avant de fonder une asso, j'avais mon blog où j'ai partagé mon parcours de résilience et de reconstruction. Parce qu'à l'époque, en 2018, j'ai ouvert, je crois, en février 2018, je n'avais pas trouvé sur Internet des blogs porteurs d'espoir pour des personnes qui avaient subi des violences sexuelles. Donc, je trouvais quand même parfois des témoignages. Mais moi, je me suis dit, en tant qu'ancienne victime, quand je dis ça, ça ne me donne pas trop d'espoir. Et ça, au contraire, il y a
parfois des choses un peu lourdes et tout, et je ne me reconnaissais pas forcément dedans parce que j'étais déjà à une autre étape dans mon parcours, et je cherchais plutôt des clés de sens, on va dire, qu'est-ce qu'on en fait quand on est passé par là, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette épreuve. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir ce blog parce que j'ai envie de partager. Je n'ai pas trouvé à l'époque de blog sur la résilience, en fait, et notamment cyber-violence sexuelle. Donc, j'ai ouvert ce blog-là. Après, j'ai eu un lectorat. Et après, en même temps que j'ai ouvert mon blog, je suis allée me former. Voilà, j'ai fait la formation, notamment animation de groupe de parole. Et à l'époque, je cherchais aussi à Paris des groupes de parole. Est-ce que ça existe? Donc, j'ai cherché sur Internet. Et à l'époque, moi, j'en ai pas trouvé. Donc, il y a 3 ans. Alors, il y en avait peut-être, je ne sais pas, mais sur Google, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Et grâce à mon blog, j'ai rencontré après des femmes qui avaient aussi vécu des violences sexuelles. Donc, quand elles étaient à Paris, on se rencontrait parfois, on prenait un verre. Et puis, on s'est dit, tiens, ça fait du bien d'échanger entre nous. Parce qu'en fait, avec très, très peu de mots, on se comprend. Alors, bien sûr, l'histoire est différente, mais le parcours est similaire, c'est-à-dire se libérer du poids de la honte, de la culpabilité, accepter son épreuve, sortir du déni, de la minimisation, ou le fait d'être dissocié de ses émotions, plein de trucs comme ça. On s'est dit, en fait, on se comprend sans dire beaucoup de choses, parce qu'avec mes proches, moi, j'avais libéré ma parole, mais mes proches, mes amis, même, ils étaient très bien intentionnés. Moi, j'ai la chance, on ne m'a jamais renvoyé de la culpabilité, on ne m'a jamais dit des trucs méchants, on va dire. Mais les gens ne pouvaient quand même pas me comprendre. Même avec la meilleure volonté du monde, les gens ne peuvent pas comprendre quelque chose si tu ne l'as pas vécu. Ils peuvent s'imaginer, mais après, c'est tout. Et les discussions, c'est assez rapide. Bravo, t'es forte, t'es courageuse. OK, on va passer à autre chose. Les gens n'ont pas envie forcément de parler de ça, et ils savent pas quoi dire, en fait. Ils savent pas comment réagir, ils savent pas quoi dire. Des fois, c'est juste, ils écoutent, c'est déjà très bien. Déjà d'écouter, c'est déjà très, très bien. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée après de faire ces groupes de parole, parce qu'on s'est dit, franchement, ça fait du bien de parler. Et à Paris, ça n'existait pas. Et les filles me disaient d'ailleurs, Ania, moi, ça fait des années que je cherche des groupes de parole. Je peux dire, il n'y en a pas, ou je n'ai pas trouvé. Donc, on était toutes là avec le même constat. Et je me suis dit à ce moment, OK, je vais le faire alors, parce que justement, j'ai fait une formation. Puis justement, je me formais aussi j'ai commencé à rentrer à l'école de coaching, parce que là, suite à mon burn-out, j'ai fait un bilan de compétences et qui m'a amené vers reprendre des études de coaching. Voilà, donc je me suis dit, OK, là, je me forme pour être coach. J'ai fait ma formation d'animation de groupe de parole. J'ai des participantes. À l'époque, il y avait que 2 filles que j'avais trouvées, mais c'est déjà pas mal. 2 plus moi, ça fait 3. Et je me suis dit, je vais créer des groupes. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, il me faut une structure. Donc, il me faut une asso. Au départ, moi, je ne voulais pas créer une asso. Je précise, je n'ai jamais rêvé d'être présidente d'une asso et d'avoir cette responsabilité. Mais c'est qu'à l'époque, même là où je me suis formée, il a raison. Je pense qu'il a son mot à dire, et il a quelque chose d'important à dire aussi aux personnes qui nous écoutent. Non, mais t'inquiète. Ça fait partie de l'expérience. Tout est OK. Voilà. Mais oui, c'est très bien, tu vois. Donc, comme ça, les personnes qui nous écoutent savent qu'on fait l'interview en live et que tout ce qui arrive, c'est OK, c'est juste. Excuse-moi. C'est l'authenticité du partage. Du coup, que tu n'imaginais pas devenir présidente d'une association. Oui, et c'est là où je me suis formée. C'est vrai, je leur ai demandé pourquoi on ne fait pas des groupes de parole, puisque vous faites des formations, on devrait faire des groupes au sein de votre asso. Moi, je veux être bénévole au départ. Je précise, moi, je cherchais à m'engager pour cette cause qui m'est chère, en fait, on va dire, encourager la libération de la parole. Et eux, ils m'ont dit non, on a fait des groupes à un moment. En fait, ils voulaient plus faire de groupes. Alors, je peux comprendre aujourd'hui pourquoi, parce que je peux dire c'est hyper chronophage. Si tu fais le soir, ça te prend du temps. Ils voulaient plus faire de groupes. Peut-être qu'il y a une question de moyens, je ne sais pas. J'ai pas creusé plus loin. Ils m'ont dit on fait la formation, mais on fait plus de groupes ils voulaient pas en faire. D'accord. Donc, du coup, je pouvais pas être bénévole chez eux parce qu'ils faisaient pas. Ou peut-être, je sais pas s'ils ont changé d'avis entre temps. Mais voilà. Après, j'ai cherché d'autres assos, mais il y en a pas aussi qui faisaient des groupes. Et je me suis dit à un moment, OK, si il me faut une structure, je peux pas. À l'époque, j'étais pas encore coach certifié, j'avais pas eu mon diplôme encore, donc je pouvais pas faire moi en tant que coach qui anime les groupes avec ma certification. Je me dis, je vais faire une structure. Et du coup, pour moi, le plus simple, je me suis dit, je vais faire une asso. Je vais créer une asso. Je ne suis pas allée chercher très loin pour le nom. J'ai repris le nom de mon blog. J'ai appelé aussi Les Résilientes, parce qu'au départ, c'était des groupes pour les femmes. J'ai pas, c'est vrai, j'avoue. Au départ, je pensais uniquement aux femmes parce que. Bien sûr. C'est des groupes de femmes, donc tout le nom Les Résilientes. Et j'ai comme ça un groupe tous les 15 jours. Et puis après, finalement, j'ai passé très vite à un groupe par semaine. Et puis après, comme à Paris, il y avait vraiment, en termes de groupe de parole,
j'ai eu une demande très forte en fait. J'ai eu beaucoup de demandes très vite et j'ai dû augmenter rapidement les nombres de groupes. Tu as eu beaucoup de demandes. Voilà, donc à un moment, j'avais même un groupe par soir, on va dire. D'accord. Ah bon, c'était un peu avant le Covid parce que ça a un peu compliqué les Ouais. choses. Bon, Oui, oui, mais bien sûr. Ouais. généralement, voilà, en période actuelle, en présentiel à Paris, j'arrivais à quasiment un groupe par soir, Ah oui. sans compter le week-end. Voilà. Et encore, j'ai encore des personnes en liste d'attente pour intégrer les groupes pour te dire qu'à Paris, en tout cas, bon, je parle de Paris parce que les autres villes, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose non plus dans les autres villes. Hein. Il doit y avoir de temps en temps, par-ci, par-là, quelques assos, mais il y a très, très peu de choses sur tout ce qui est après les violences sexuelles. Et c'est ça qui m'intéressait parce qu'en fait, c'est vrai que depuis 4 ans, il y a quelque chose qui est bien. Depuis MeToo, puis MeToo inceste récemment, et il y a la libération de la parole. Je trouve que c'est très bien parce que ça encourage les personnes à s'autoriser à se libérer à leur tour. Tu sais pas quoi en faire. Il y a plein de témoignages, ce qui est super, mais parfois, c'est des témoignages, ils me disent juste, ils racontent l'histoire. Ok, ça t'aide aussi, peut-être que tu te reconnais. Mais après, ils ne donnent pas des clés. Ils ne disent pas aux gens, mais qu'est-ce que tu en fais de ton épreuve? Est-ce qu'on peut se reconstruire déjà? Il n'y a pas forcément des messages d'espoir. Est-ce que c'est possible de devenir résiliente? Est-ce que c'est possible de vivre après ça? Comment on fait pour guérir ses blessures? Et ces questions-là, on les aborde jamais. On n'en parle pas de tout ce qui est après violence sexuelle. Ils te disent juste les chiffres, voilà ce qui arrive, ou les gens qui sont médiatisés, ou des gens qui écrivent des bouquins de témoignages. Je trouve ça vraiment bien, mais tout ce qui est après, il y a une sorte de vide où tout est à créer, en fait. Et c'est pour ça que là, après le travail que j'ai fait mon asso, après moi je suis devenue coach, je suis devenue thérapeute, je fais de la PNL, je fais de l'hypnose aussi, je fais de l'EMDR, je fais pas mal de choses. Et après je me suis dit, mais je vais faire ce qui me passionne dès le départ. En fait, moi ce qui me passionnait, c'était le partage et la transmission. Et je faisais déjà donc via mon blog. Je fais aussi via ma chaîne YouTube, parce que tout comme toi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Agnès Tsai et les résilientes, et je partage aussi des vidéos avec des conseils pour les gens, pour les accompagner, comme toi tu fais sur le chemin de la reconstruction. Et je me suis dit, je vais revenir à mes premiers amours, qui est l'écriture, parce qu'au tout départ, mon aventure, elle a commencé comme ça, par l'écriture, via mon blog, et je me suis dit, j'ai jamais trouvé, moi, de livres qui aident dans un parcours de résilience. Alors, il y a plein de livres de développement perso qui sont géniaux, c'est super, mais c'est assez, on va dire, vaste, hein, ça parle de bonheur en général. Voilà, je me suis dit, je vais continuer ce travail-là que j'ai commencé avec l'écriture de mon blog. Je vais écrire mon livre pour transmettre aux personnes, au-delà d'un témoignage de vie, parce que bon, voilà, il y en a déjà plein. Dans mon livre, forcément, je parle un petit peu de mon parcours, mais rapidement. Mais au-delà de ça, je me dis, je vais transmettre ce qui intéresse les gens, parce que les gens que j'accompagne aujourd'hui, que ce soit dans mon cabinet, en coaching ou en thérapie ou dans l'asso, les personnes que je rencontre, les gens, ils veulent avoir des clés, c'est-à-dire comment je fais, moi, avec mon histoire, qui est mon histoire, qui est propre, qui est singulière et unique. Qu'est-ce que j'en fais, moi? Parce que je ne sais pas quoi faire. Et il y a des gens qui me disent, j'ai fait plein de thérapie, ou il y en a qui ne font pas de thérapie, il y en a qui ont fait même 10 ans de thérapie, ou voire plus. Et les gens me disent, je tourne encore en rond, je ne sais pas quoi faire. Donc, je suis perdue. Et donc, c'est là que j'ai écrit mon livre pour vraiment transmettre des clés pour aller faire un chemin de libération. Parce que je pense que d'abord, ça commence par ça. Quand je dis libération, il y a la libération de la parole, mais pas que. Il y a la libération aussi de ses émotions. Il y a une libération, en fait, intérieure. En fait, il y a un chemin de liberté intérieure aussi. Et puis après, travailler sur soi. Donc, c'est vrai que c'est un livre quand même de développement personnel, on va dire, parce qu'on travaille énormément sur soi, mais qui est ciblé libération, résilience, transformation, parce qu'il y a un voyage de transformation intérieure dans lequel j'emmène mes lecteurs et mes lectrices avec moi. Je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel dans tout parcours de résilience, que ce soit des violences sexuelles ou pas, mais quand on a subi une épreuve difficile, il y a un travail personnel à faire, parce qu'on ne peut pas attendre que tout vienne de l'extérieur. Tu ne peux pas attendre que la société te répare. Tu ne peux pas attendre qu'un thérapeute te répare. Bien sûr, ça aide. S'il y a la justice ou s'il y a une reconnaissance du préjudice, bien sûr que ça aide. Mais si on attend tout de l'extérieur, parfois, on peut attendre très longtemps, parce que malheureusement, dans le cas de violences sexuelles, comme tu sais bien, Marion, il n'y a pas beaucoup déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui portent plainte, donc c'est 10% des gens. Et puis après, dans ces plaintes, il y en a très, très peu qui vont jusqu'à la condamnation. Donc, si on attend que la justice nous répare, quand il y a une justice, on va dire, il y a des fois, on peut attendre très, très longtemps. Puis, il y a des fois où ça arrive, tant mieux, mais il s'est passé parfois plusieurs années avant le procès en cour d'assises, par exemple. Et on ne peut pas mettre sa vie en suspens en attendant une éventuelle condamnation, s'il y en a. Et pareil, si on attend aussi de trouver la bonne personne qui, pareil, un coup de baguette magique va nous réparer ou nous sauver, je pense qu'on peut attendre très longtemps, parce que pour moi, le processus est toujours intérieur à soi. Ça vient
par soi. Même si on a subi des choses de l'extérieur, donc quelqu'un qui nous a blessés, on ne peut pas attendre de la personne qui nous a blessés qui nous répare, parce que dans ce cas, c'est comme si on donne ce pouvoir à l'autre. Et j'estime que là, si on donne ce pouvoir à l'autre, on est dépendant, tu vois. Et le but de mon livre, c'est vraiment que les gens reprennent leur puissance personnelle, c'est-à-dire reprendre son pouvoir, le pouvoir sur sa vie, et de dire, ça, ce processus, c'est moi qui suis maître aussi de ma destinée. Donc, peu importe ce qui me soit arrivé, quelle que soit l'épreuve, c'est pas ce que j'ai vécu qui va conditionner. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Et je trouve ça tellement, tellement puissant, en fait, dans une phrase. Je trouve qu'il résume aussi ma pensée. C'est vrai, en fait, quelle que soit ton épreuve, mais finalement, ça va pas te définir. Et qu'on peut choisir à un moment de notre vie de plus rester aussi victime toute sa vie. Ça, c'est important. Je sais qu'aujourd'hui, c'est important de revendiquer son statut de victime, etc. Je suis victime. OK. Mais pour moi, c'est une étape qui doit rester temporaire, parce que moi, perso, je ne sais pas toi, mais en tout cas, dans les personnes que j'accompagne, je ne connais personne qui m'a dit « Ania, je vais rester victime toute ma vie ». Je ne connais pas. Je me reconnais. Voilà. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je n'ai pas rencontré. C'est vraiment une étape dans la reconstruction, en fait. Oui, c'est une étape. Et étonnamment, tu vois, moi, quand je suis arrivée à ce stade-là où on a reconnu mon statut de victime, donc moi, notamment, c'est passé par le dépôt de plainte, même s'il y avait prescription, on a reconnu, ça s'appelle viol sur mineur, c'est passible de la cour d'assises, mais dans votre cas, il y a prescription, mais en tout cas, ça s'appelle un viol et c'est marqué. Moi, ça m'a suffi pour la reconnaissance. À un moment, quand je suis arrivée à ça, la justice reconnaît que je suis une victime. Mais dès que j'ai eu ce statut de victime, à un moment, je me suis dit, non, mais là, je ne veux plus rester victime. Mais quand j'ai eu ça, tu vois, pour moi, c'était... À ce moment-là, je pensais qu'en ayant ce statut-là, c'est bon, j'ai la reconnaissance et ça me suffit, en fait. Non, pour moi, c'était un point de départ, en fait. Le point de départ vers autre chose, parce que je me suis dit, non, mais déjà, le mot victime, moi, je ne me reconnaissais pas dedans, parce que ça a quand même une connotation péjorative, on va dire. Le mot victime, ça sous-entend subir. Ouais. Ça sous-entend être passive. Ça sous-entend qu'en gros, tu peux rien faire, tu subis ta vie, en gros. Ouais, c'est ça. Et c'est pas, on va dire, personne n'a envie de revendiquer un statut victime, parce que ça n'a pas une connotation, on va dire, tu n'es pas acteur ou actrice de ta vie. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon asso ne s'appelait pas les victimes de violences sexuelles. Je trouvais que ce n'était pas très beau comme mot, et j'ai préféré appeler ça les résilientes, parce que dans le mot résiliente, ça sous-entend pour moi renaissance, espoir. Il y a un chemin derrière, en fait, qui te mène vers la résilience. Donc pour moi, c'est quand même plus positif, en fait, que victime. Et on est surtout acteur et actrice. On détient la télécommande de sa vie, en fait. On va dire ça. On devient pilote de sa vie. Et que pour moi, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a vraiment un processus. Je pense qu'un chemin de reconstruction, un chemin de résilience, en réalité, ça dure toute une vie. C'est pas, tiens, il y a un point d'arrivée qui est là au dépôt de plainte ou au procès, ou je ne sais. Il n'y a pas vraiment de point d'arrivée. Parce que même moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis arrivée au bout de mon parcours, mais je pense que c'est un apprentissage qui dure toute une vie. Donc, en fait, tous les jours, on continue d'apprendre. De toute façon, la vie elle-même est un chemin. C'est pour ça que je dis mon livre, c'est un guide vers un voyage de transformation, parce qu'on sait pas, il n'y a pas de fin à ce voyage, mais il y a un point de départ. On peut choisir, tiens, aujourd'hui, je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie. Aujourd'hui, je décide en fait d'avancer, et que voilà, malgré la difficulté de l'épreuve, je dis pas au contraire, c'est difficile. Mais ne rien faire, c'est difficile aussi. De toute façon, quel que soit le choix, c'est pas facile, c'est pas en un claquement de doigts. Par contre, c'est le fait de s'engager dans un processus, donc commencer par un premier pas. Ouais. Tu vois, on ne demande pas d'arriver tout de suite à faire un marathon de 42 km, mais ça commence d'abord par acheter des chaussures, par exemple, ou commencer un entraînement, par exemple, peut-être. C'est ça. Y aller étape par étape, mais dire que le message que c'est possible. Et je voulais c'est possible, clairement, oui. On a effectivement un parcours qui est, comme tu dis, on n'a pas du tout vécu la même chose, mais quand tu parles, déjà, je me reconnais en fait. Tout ce que tu viens de nous dire et nous partager, c'est incroyable, parce que finalement, je me reconnais beaucoup, l'écriture qui nous aide, etc. Et effectivement, moi aussi, j'ai fait cette démarche-là de taper sur Internet, groupe de parole, des gens, je cherchais des gens qui parlaient justement de cette reconstruction, le après, qu'est-ce qu'on fait après. Moi, j'ai pris la parole, je me suis dit, ok, je fais quoi maintenant? Et je suis tombée par hasard sur ton blog, Les Résilientes. Et c'est ça que je t'ai connue, en fait, et je me suis dit, waouh, j'ai trouvé une personne,
une personne, une femme qui parle de justement comment se reconstruire après, etc. Et j'ai vu tes groupes de parole et tout, je me suis dit, ok, c'est ça, je me sentais moins seule en fait. Je me disais, puis après j'ai découvert du coup, j'ai survolé du coup ton blog, j'ai lu tes articles, j'ai regardé ta chaîne YouTube, etc. Et je me suis dit, mais oui, je me reconnais là-dedans, je vois ça. Je me suis dit, ok, c'est tout à fait possible. Et je me suis dit, je n'ai trouvé que toi, en fait, sur Internet, qui parlait de après, comme tu viens de nous le dire, de après, comment on fait. Et je me suis dit, OK, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et je me suis mise aussi, du coup, progressivement à partager aussi des outils, du coup, sur tout ce qui est libération de la parole, la gestion des émotions, enfin, pour moi, plutôt régulation des émotions, parce que j'aime pas dire gérer ses émotions, mais Je plutôt suis d'accord, j'aime pas trop dire gérer. Moi, je dis l'accueil. Bah, c'est pareil, genre, moi, je dis accueillir. l'accueil des émotions, mais gérer, c'est comme si tu veux avoir le contrôle sur quelque chose, tu vois. Pour moi, c'est plutôt comprendre ses émotions, Ouais. libérer sa parole, son pardon, reprendre le contrôle sur sa vie, trouver sa mission de vie, donner un sens aussi à son histoire. Et pour moi, c'était hyper important de le partager, de partager aussi mon témoignage, mais aussi de montrer qu'on peut aussi s'en sortir, aboutir des projets, que Mm. pas obligé de le subir son passé. Et du coup, vraiment, je me suis vraiment retrouvée dans ton parcours qui est hyper inspirant. Et je voulais du coup, parce que pour moi, effectivement, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit aussi, je suis victime. Et je suis passée, du coup, quand j'ai découvert ton compte et tout, je me suis dit, non, mais c'est bon, en fait, maintenant, je suis devenue résiliente. Euh, est-ce que, qu'est-ce Merci, ça me touche tout ce que tu me partages, ça me touche profondément. Non, mais vraiment, ton contenu m'a vraiment beaucoup inspiré, beaucoup aidé à un moment donné dans ma vie quand j'ai fait une dépression en 2018. J'ai pris la parole parce que j'avais vraiment peur en fait de prendre la parole. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir parce que moi, on me pose beaucoup la question quand on me fait des interviews, on me dit souvent qu'est-ce qui t'a fait déclic à prendre la parole? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole? Ouais. Et du coup, Je vais répondre à cette ça m'intéresserait du coup de savoir toi, Anya, qu'est-ce qui question. t'a Tu as raison, parce que souvent, il y a en fait, c'est vrai. Alors, je ne me suis pas dit, tu vois, moi, c'était à 6 ans. Ouais, c'est vrai, en mai, il y a 6 ans exactement, j'ai libéré ma parole. Parce qu'en fait, dans ma vie, j'avais des événements de vie qui fait que c'était difficile. Je ne me suis pas dit, tiens, on me réveille un matin, il Voilà. est temps, après 21 ans, de prendre la parole. Ça se passe pas, pour moi, ça s'est pas passé comme ça. À l'époque, moi, j'avais des problèmes de couple, en fait. J'avais des problèmes de couple parce que j'explique, moi, j'avais une vie, on va dire, une vie parfaite. C'est ce que j'essayais de faire, de montrer, en fait. Montrer de moi une vie parfaite avec voilà, on va dire, tout allait bien dans ma vie, hein. J'avais tout pour être heureuse, si tu veux. Voilà, un mari parfait, un boulot parfait avec des enfants parfaits, puis l'appartement, j'avais tout en fait. Ouais. Mais il s'avère que j'avais une sensation de vide intérieur en moi. Et pourtant, mais je me rappelle, je t'avais voir un médecin, puis j'avais plein à l'époque, je somatisais encore beaucoup parce que je libérais pas ma parole. Donc la somatisation, c'est quand ton corps s'exprime à ta place. Donc j'avais plein. Bon, moi, j'avais plein de problèmes de gynéco, j'ai expliqué dans une vidéo sur YouTube, si les gens veulent voir, qui s'appelle La mémoire du corps. Pareil. Mais en fait, surtout, j'avais une somatisation, moi, dans mon cas, au niveau, j'avais angine sur angine. D'accord. Et à moi, c'était des laryngites. Et il y a des moments, mais franchement, c'était à ce point-là, ça ne m'était pas arrivé avant. Je me réveillais des matins avec mal de gorge et tout, et comme ça s'empirait, mais je perdais ma voix. Et plusieurs fois par an, ça me faisait ça. Je n'avais plus de voix, je ne pouvais pas parler. Impossible, donc je devais prendre de la cortisone, des trucs comme ça. Et j'étais à un médecin, et j'étais tout le temps malade. Ça me dit, mais vous avez tout pour être heureuse, là, vous avez tout. Genre, il me disait, mais vous avez un mari, des enfants, un travail, ouais, en gros, bon, je sentais un vide intérieur, mais même lui, il ne pouvait pas me dire parce qu'il ne savait pas. Et moi, ce qui a été le déclic pour parler, c'est parce que j'avais donc des problèmes aussi de couple. Voilà. Je travaille en couple, alors ça n'aide pas. Quand on travaille en couple, que tu as des problèmes de couple, ça n'aide pas trop. Et qu'à l'époque, j'avais, je cherchais un peu du sens. Et en même temps que mes problèmes de couple, j'ai eu une série de décès dans ma famille. J'ai perdu 5 membres de ma famille du côté maternel en l'espace de 6 ans, c'est ça. Entre 2012 et 2018, chaque année, je perdais un membre de ma famille. Et quand je dis famille, c'est la famille très, très proche, en fait. Ouais. Donc, et dans cette série de décès, à un moment, j'ai perdu ma jeune cousine, donc ma cousine Germaine, qui avait aussi 15 ans. Elle, c'est des suites d'une leucémie. Ouais. Voilà, mais j'estime qu'elle n'aurait pas dû mourir, mais elle est décédée, voilà, des suites de sa leucémie. Et ça m'a beaucoup impactée parce que je me suis dit, tiens,
mais pourquoi elle est morte? Elle a 15 ans. À 15 ans, c'est pas normal de mourir. Et puis, je voyais mon oncle et ma tante qui étaient complètement terrassés. Ils devaient préparer l'enterrement de leur fille. Je me dis, mais Ouais. c'est pas dans l'ordre des choses que des parents enterrent leurs enfants. Je dis, mais c'est Ouais, que des parents subissent. pas normal et tout. Et je comprenais pas. Et Ouais. moi, c'est cette série d'essais. Et puis après, aussi un mal-être un peu dans mon couple. Ouais. Et dans mon travail, je trouvais que ça perdait du sens aussi. Ouais. Parce qu'en fait, je me cherchais moi. Donc, c'est un mélange un peu de tout, tu vois. Et après, ce décès-là, ça fait comme une cocotte minute, en fait. Plein de trucs que tu brasses et qui vont pas trop. Et boum, à un moment, ça explose. Et il s'avère qu'à 6 ans, du coup, j'ai confié mon histoire, j'ai libéré ma parole à un ami, en fait, un ami commun au couple, voilà, et qui savait mes problèmes de couple, parce qu'à chaque fois que ça allait pas, je l'appelais, oui, ça va pas, et tout, et tout. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, là, je vais te raconter autre chose, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le couple, en fait. Parce qu'en fait, le couple, si tu veux, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit qui est visible. Mais une partie, c'est un iceberg, il y a une grosse partie qui est immergée, et la partie immergée est plus grosse que la partie émergée. Donc, je l'ai symbolisé comme ça. Et j'ai dit, non, mais là, il faut que je te raconte un truc parce que ça me pèse. Alors, je sais pas, au-delà des problèmes de couple, j'ai dit, non, mais je vais te dire un truc, j'en peux plus, il faut que je te raconte ça parce que j'avais un mal-être général lié au décès, parce qu'après chaque décès, il y avait des étapes du deuil aussi, enfin, il y avait un deuil à faire, un parcours de résilience, et ça faisait beaucoup chaque année, plus mes problèmes de couple, plus le boulot, plus cela. Effet cocotte minute. Ouais. Il faut que je te raconte ça, un truc qui me pèse là depuis que j'avais 15 ans, et là, il s'est passé 20 ans, mais il faut que je te dise, je sais pas pourquoi. Je peux pas dire pourquoi exactement, Marion, ce jour-là, avec tel ami, mais je pense parce que c'était le bon moment, avec la bonne personne, c'est les circonstances qui font que il y avait un trop-plein en moi, il fallait que ça sorte, parce qu'en plus, je te dis, j'avais plein de problèmes de somatisation, que je perdais la voix plusieurs fois par an. Je me dis, il faut que ça sorte, faut que ça sorte. Donc, je vais balancer le cadeau, entre guillemets. C'était pas un cadeau que j'ai fait. C'était pas un cadeau, mais lui, il l'a accueilli comme un cadeau. C'est ça la différence. C'est que c'est hyper important aussi, la personne, quand elle accueille ton histoire, comment elle réagit. Si on m'aurait dit, oh là là, ma pauvre, t'es une victime et c'est horrible et j'ai pitié de toi, peut-être que ça m'aurait un peu freiné. Mais il s'avère que cette personne-là, c'est un homme, et puis il faisait aussi du développement personnel. Il m'a dit quelque chose qui a été vraiment un déclic dans mon parcours, et aujourd'hui, je lui dis mille merci, voilà, parce que ça a été, c'est la façon dont il a accueilli mon histoire. Il a dit, écoute, Ania, ce que tu as vécu, c'est terrible, c'est vrai que je dis pas le contraire, c'est vraiment terrible, mais tu sais, en fait, il m'a dit, c'est ton passé, et aujourd'hui, ton présent, ton futur, t'appartiennent. Et ce que tu as vécu, tu sais, tu peux aujourd'hui choisir de ne pas rester une victime toute ta vie. Alors, je sais que peut-être que ça peut choquer des personnes qui nous écoutent, mais moi, à l'époque, c'est vrai, je me dis, mais il me raconte. Mais en fait, je ne m'attendais pas à cette réponse. Il m'a dit, mais aujourd'hui, tu as le choix, tu peux choisir en fait de ne pas rester victime, c'est-à-dire que tu as le choix, et que c'est vrai, il avait raison à l'époque, je me comportais un peu comme une victime, c'est-à-dire j'attendais de lui, je te jure, j'attendais de lui, Marion, qui me dise, oh là là, ma pauvre, c'est horrible. J'attendais des trucs comme ça, de ce style-là. Il n'a pas eu du tout cette réaction, il m'a dit, ok, terrible. Mais en fait, il m'a dit, en gros, Ania, je t'accepte avec ton histoire, en fait. Et que même si c'était terrible ce que je lui ai dit, il m'a dit, ok, mais ça fait partie de toi, mais aujourd'hui, tu peux faire un autre choix. Parce que le présent et le futur t'appartiennent, et c'est pas parce que tu as vécu ça que tu vas rester victime toute ta vie. Tu peux reprendre ta vie en main. En gros, les mots qu'il m'a dit, c'est tu peux reprendre ta puissance personnelle. Bon, lui m'a dit, tu peux faire le choix de ne pas rester victime toute ta vie parce que tu mérites d'être heureuse. Et aujourd'hui, ce que tu as fait, l'histoire que tu me racontes, je t'encourage maintenant à le dire maintenant à ta famille. Dis-le à ton frère, dis-le à ta famille, à tes amis, dis-le à tes proches, pour qu'ils te reconnaissent, en fait, ils t'acceptent, et qu'ils t'acceptent tel que toi tu es, c'est-à-dire moi, Ania, avec mon histoire, et pas montrer que le masque de Madame Parfaite, en fait, c'est ça. Et il m'a donné une autorisation ce jour-là de me dire, moi, je t'accepte, Ania, tel que tu es, avec ton histoire, toi en entier, dans ta globalité, et que, malgré ce que tu me dis, je ne te rejette pas, moi, je t'accepte, et au contraire, ça fait toi encore quelqu'un d'humaine, en fait, en gros. Et qu'il m'a remercié, il m'a dit, mais merci pour ta confiance. Après, j'ai écouté cet ami, j'ai commencé à parler petit à petit de mon histoire à mes amis, à ma famille, etc., à mon frère. Je l'ai même dit après à mes enfants. Enfin, je me suis vraiment libérée sur plein de plans, et ça m'a énormément aidée. Et c'est vrai que dans mon cas, le déclic, c'est, on va dire, la cocotte minute qui explose, on va dire. Et je pense que j'aurais pas fait ça, peut-être que la vie m'aurait envoyé encore d'autres épreuves ou difficultés dans mon parcours pour dire à un moment, stop, là, c'est trop, il faut que je libère quelque chose, parce que c'était trop à contenir, tu sais. En fait, ça faisait, on foulait beaucoup en moi.
Je comprends tout à fait parce que j'ai exactement la même chose aussi. Moi, ce qui m'a fait déclic, c'est un trop-plein. J'ai fait aussi, du coup, j'enchaînais, pareil, la somatisation, des douleurs au ventre inexpliquées, des problèmes gynécologiques. J'ai fait des tas, prises de sang, examens, échographie et tout ça. On n'a jamais rien trouvé. On Ouais, ne comprenait pas pourquoi. On disait que c'était le stress, que c'était mes études, etc. ouais, Et en fait, j'ai eu un trop-plein comme toi et trop plein. un jour, je me souviens d'avoir été voir mon médecin et j'ai dit: «Écoutez, j'en peux plus, j'ai un membre de ma famille qui a abusé de moi, je pense que c'est ça» et elle m'a dit: «Oui, vous faites un stress post-traumatique, une dépression post-traumatique, en fait» et à partir de ce jour-là, elle m'a dit: Stop, on arrête, les études, il faut que vous preniez soin de vous» parce que j'avais perdu énormément de poids, enfin, c'était beaucoup mon Ouais. corps qu'en fait qui était Ouais. vraiment, C'est oui, en des fait, signaux d'alerte qu'en fait, qu'ils nous envoient, ils envoient des messages et qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Tout à fait. exactement et Mmh. là, j'ai décidé d'écouter. Ça faisait, plusieurs années que pareil, je n'écoutais pas, que j'avais gardé, moi j'ai gardé ça 3 ans avec moi, de mes 18 ans jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. J'ai gardé ça, pour moi, j'en ai parlé à personne et tout et heu et moi, du coup, j'en ai parlé à mon petit ami, qui m'a dit: «Mais non, mais OK», un peu comme toi, qui m'a acceptée telle que j'étais, qui m'a dit: «OK, mais ça c'est pas ce qui te définit» et qui m'a encouragée aussi à prendre la parole autour de moi, à en parler à mes parents et cetera. Donc je reconnais, puis c'est moi ce qui m'a fait déclic, voilà, c'est cet effet de cocotte minute aussi, qu'à un moment donné, le corps ne pouvait plus tout gérer seul, en fait, qu'on avait beau refouler, j'avais beau garder pour moi, mais à un moment donné, il fallait que ça sorte par, Il faut que ça s'évacue parce que tout ce que tu imprimes, en fait, tout ce que tu refoules, mais tout ce qui ça à un moment, ça finit par s'exprimer, d'une façon ou d'une autre. Donc soit par la somatisation, si tu n'arrives pas à libérer, ta parole ou soit, bah, ça peut être aussi, ben, un burn-out, des trucs comme ça. Moi, je suis arrivée jusqu'au début du burn-out pour te ouais, dire, enfin, tu vois, c'était un moment, je dis: «OK, il faut que je fasse quelque chose parce que je veux pas, je veux plus, en fait, je peux pas» et c'est vrai que c'est vraiment juste, hein, c'est le trop plein qui fait. Parfois, c'est pas juste un truc en fait, mais c'est l'accumulation de plein de choses ouais, et qu'à un moment, tu dis, OK, c'est tellement trop là que je suis obligée de regarder les choses en face. Je dis, bah là, je peux plus fuir parce que c'est une forme de fuite aussi, hein, tu sais, le fait de, je faisais autre chose, je m'occupais, voilà, je faisais tout pour pas voir la réalité en face et c'était une fuite parce que j'avais trouvé ça comme moyen pour me protéger parce que je me suis dit, ben, si ça n'existe pas, si je ne l'accepte pas, à un moment, avec le temps, ça va finir par passer. Alors, je précise que cette technique, moi, j'ai essayé depuis 20 ans, ça ne marche pas. Alors, je connais personne pour qui ça marchait. En tout cas, faites-moi signe si ça marche. Mais moi, ça ne marche pas ce que tu mets sous le tapis. J'appelle ça un cache-misère, en fait. Tu mets un sparadrap c'est ça, sur ta plaie qui est complètement infectée. Mais c'est un cache-misère. Et t'enlèves ton sparadrap 20 ans après, la plaie, elle est toujours là, en fait. Et qu'à un moment, il faut soigner ses blessures tout à fait. et que ça passe par ça et que le soin de ses blessures, ben ça commence par soi parce que même si tu as fait autre chose, même si tu as un copain, un mari, des enfants, mais ton copain, ton mari, tes enfants, ton travail, ta famille, bah, c'est pas eux qui peuvent te soigner. Ils peuvent en fait t'accompagner et Ouais, t'encourager sur ton chemin mmh, de guérison, mais les gens, c'est pas eux qui appliquent le baume cicatrisant sur ta plaie. c'est Parce ça. que c'est à soi-même de le faire, mais c'est vrai que l'entourage compte parce que les gens peuvent vraiment te soutenir si tu as besoin, mais les gens ne marchent pas à ta place sur tes propres pas, sur ton chemin, en fait. Ça, c'est important de le comprendre. Et moi, j'ai mis du temps à libérer ma parole parce que je pensais que, voilà, en construisant une famille, et puis, voilà, avec mes enfants, ça m'occupait aussi bien, et puis travailler en couple, et j'avais l'activité professionnelle qui commençait à marcher. Je me suis dit, ben, ça va me réparer. C'est Mmh, con, mais je te jure, je me suis dit ça. Mon mari, mes enfants, mon travail, ma famille, ils vont me réparer. mmh, Et donc, j'attendais de l'extérieur des personnes qui me réparent ou qui me guérissent. Et mmh, c'est un leurre, hein, c'est une illusion. Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'à un moment, ben, si on ne travaille pas sur soi et que il faut le vouloir aussi, il faut être prêt, enfin, faut se dire, oui, bah, aujourd'hui, je fais ce mmh, travail, on peut, même si t'as pas conscience, tu peux pas le faire, en fait. Si quelqu'un te dit, il faut que tu travailles, mais c'est si ça. tu t'as pas conscience ou t'as pas envie de changer, ça ne marche pas. Oui, Mais c'est vraiment prendre conscience que, à un moment, ok, j'ai tout ça là, et je me dis, bah, ok, je vais commencer. Par quoi je commence? Et c'est moi, j'ai commencé à faire des liens, mais je commence pas par, j'aurais pu commencer par, bah, voilà, mon burn-out, mon problème de couple, les décès. En fait, non, j'ai dit, bah, je vais commencer par l'origine. Je me dis, bah, je sais la source, c'est les violences sexuelles. C'est ce que je refoule depuis plus de 20 ans, donc je sais par là. Et là, bah, comme c'est par hasard, mais par miracle, bon,
je vais pas dire comme par hasard, mais c'est par hasard. Quand j'ai libéré ma parole, j'ai mis fin à la somatisation. Ouais. Ça s'est arrêté. Et pour moi aussi, j'avais une errance médicale, hein, comme toi, pendant 20 ans, où j'allais tout le temps chez les médecins, chez les gynécos, etc. Et qu'on encore des mycoses, des infections, tout ce que tu veux. Et c'est de pire en pire avec les années, en fait. Ouais. Et, en fait, on soigne, on va dire, ça m'a aidé quand même sur le coup à soigner mes symptômes, mais les symptômes, c'est amené à revenir. Tant qu'on ne traite pas la cause profonde et l'origine, les symptômes, ils reviennent sous des formes diverses. Et avec le temps, j'ai remarqué qu'au bout de 20 ans, ça revient sous des formes, on va dire, de pire en pire, en fait. C'était pas juste des mycoses à un moment, mais c'était à un moment, moi, j'ai eu un moment des condylomes et tout. Et à un moment, on devait même programmer, tu vois, une opération de chirurgie au laser sous anesthésie générale, etc. Des trucs dans le genre. J'ai dit, à ce point. Donc, à un moment, il fallait vraiment que je libère ma parole parce que je me suis dit, mais à un moment, ça va être quoi? Ça va être quoi? Un cancer du col de l'utérus ou je sais pas, parce que c'était vraiment de pire en pire mes symptômes. Et donc aujourd'hui, voilà, si je peux témoigner, c'est que, en tout cas, moi, en me libérant en libérant ma parole et en n'étant plus dans le déni ou la minimisation de ce qui m'était arrivé, ça m'a vraiment libérée de mes maux corporels. Ouais. Parce qu'en fait, la maladie, elle est là pour nous exprimer des choses qu'on a du mal à dire, en fait. Là, c'est un jeu de mots, mais c'est vrai, c'est de la maladie. C'est pour tout ce qu'on a du mal à dire et qu'il y a des choses, en tout cas, moi, j'estime qu'il y a beaucoup de maladies chroniques ou des symptômes persistants qui ont quand même une origine psychosomatique. En tout cas, forcément, ça a des liens et que si on ne soigne que le symptôme, il y a quand même des limites aujourd'hui. Parce que ça ne fait pas tout. Alors, bien sûr, c'est important quand même. Si on a une infection, il faut aller se soigner et prendre le traitement. Mais à un moment, il faut quand même rechercher la source si il y a des choses qui sont amenées à revenir. Donc, au bout de 20 ans, je me suis dit, il y a quand même… Oui, il y a quand même quelque chose. Ouais. Il y a quand même quelque chose. Mais à l'époque, tu sais, je n'avais pas fait des liens. On va dire, c'est quand même bizarre. Au bout de 20 ans, tu n'as pas fait des liens. Aujourd'hui, ça me semble évident. Mais sur le coup, ça ne te semble pas évident, tu ne comprends pas. Parce que tu as une infection, tu vas te soigner. Tu fais des prélèvements, etc. Tu as ceci, tu vas te soigner. Mais même, tu sais, les médecins ne sont pas tous formés. Ils ne posent pas forcément la question au bout d'un moment. Ouais. Bon, c'est étrange. Vous avez mon truc. Est-ce que vous avez vécu des violences? Est-ce que vous arrivez quelque chose dans votre enfance? Ils ne posent pas forcément la question parce que les gens, ils sont formés comme ça, tu vois. Symptômes, médicaments. Médicaments, on soigne et on ne cherche pas la cause profonde. Donc, on ne cherche pas. Et je trouve que ça a des limites à ce fonctionnement-là. En tout cas, je parle des troubles chroniques qui reviennent. Je ne dis pas, si tu as un rhume, tu vas soigner ton rhume. Mais même des trucs comme ça, anodins. Je parle d'angine, de bronchite, des trucs comme ça, ou perdre ma voix. Mais j'ai mis du temps à faire des liens. C'est parce que j'avais des choses que je n'exprimais pas et que mon corps est somatisé pour dire, regarde, le matin, tu te réveilles, tu n'as plus de voix. Et ça a duré une semaine comme ça, sans voix. Mais des trucs… J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Heureusement que je n'étais pas chanteuse, tu vois. Mais mon corps me disait quand même des trucs. Pourtant, tu vas me dire, c'est pas bien méchant de perdre sa voix. Au bout d'un moment, tu la retrouves. Mais je dis, mais quand ça se reproduit comme ça, d'année en année, tu te dis, mais c'est bizarre. Il y a quelques années, ça m'arrive une fois par an, puis après 2 fois par an, et 3 fois par an, et 4 fois par an. Tu te dis, non, mais il y a un truc bizarre. Et quand tu es sous antibiotiques, moi, j'étais sous antibiotiques quasiment presque tous les mois à un moment. Je vais dire, mais il y a un truc là. Je me dis, je n'ai pas envie de prendre des antibiotiques toute ma vie. Déjà, ça a détraqué ma flore intestinale, mais je me dis, mais non. Le médecin me revoyait, il me dit, bon, alors on met encore des antibiotiques, puis là, on va mettre un peu plus fort. Et un peu plus fort, Mais… Le corps qui parle, ouais. Le corps parle, et c'est tellement puissant quand tu sais écouter les messages qu'il te transmet. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a une autre question que je voudrais te poser qu'on m'a posée aussi récemment. C'est pour toi, comment tu définirais la résilience? Parce que du coup, tu as appelé ton blog comme ça, les résilients, ton association aussi. Comment tu définirais, toi, la résilience, du coup? La résilience, je pense que… je peux te donner une définition qui est, c'est le fait de surmonter des épreuves traumatiques et d'en sortir grandi. Mais pour moi, la résilience, comment je vais le dire avec mes mots? Je vais dire que c'est vraiment pour moi, c'est un processus intérieur. Tu vois, c'est vraiment… Moi, j'aime parler par métaphore. Pour moi, c'est un voyage, en fait, intérieur. Je vais dire que c'est un voyage, en fait, de transformation, un voyage, tu vois, de type un voyage alchimique, en fait. Pour moi, la résilience, c'est vraiment ça. C'est comme le titre de mon livre, tu vois, l'or de nos cicatrices. C'est pour moi, comment faire de ces épreuves
une force pour avancer, en fait. Des épreuves de vie, donc comme des violences sexuelles, ça peut devenir en fait un nouveau tremplin, en fait, c'est ça. Moi, ça va être ça. Je vais parler ouais, je vais parler de perles de résilience, alors, on va dire ça, de métaphore, parce que je pense que parfois les histoires, c'est plus parlant que des simples mots, mais la résilience, pour moi, c'est comme quand on fait, comme quand une huître, elle crée une perle, tu sais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils cultivent les perles. Alors, soit il y a des perles naturelles, mais sinon, quand tu veux faire des perles, on va dire, non naturelles, et ben, tu mets un grain de sable, par exemple, dans l'huître. Tu mets un truc extérieur, donc on va dire un événement extérieur, on va dire un grain de sable ou une épreuve, paf, et que l'huître, autour de ce grain de sable, va mettre des couches et des couches de nacre, et au bout d'un moment, couche après couche, tu obtiens une perle, en fait. Ouais. La perle de la résilience. C'est Boris Cyrulnik qui en parle dans son livre. Je trouve que c'est un merveilleux malheur. Je trouvais ça très, très beau comme métaphore. Ouais. Et pour moi, en fait, la résilience, c'est ça. C'est un processus interne à soi, parce qu'on va dire l'huître, c'est nous, tu vois. Moi, je suis une huître aussi. Une huître, si je ne ressens pas une huître, je vais dire, pour moi, c'est ça. On est une huître, et qu'un événement extérieur vient perturber ton écosystème, ton écologie, que voilà, le grain de sable, on va dire, par exemple, l'épreuve, violence sexuelle, par exemple, ça pénètre dans mon écosystème, et qu'on subit ça comme une intrusion ou une agression, et qu'après, pour se défendre, se reconstruire, etc., tu construis en fait des choses autour de cet événement-là, et que tu appliques des couches de nacre. Donc, c'est pour ça que je dis un voyage de transformation, de sublimation, parce que tu sublimes cette épreuve, et que soit tu la laisses comme ça, un grain de sable qui te perturbe et qui te gêne, soit en fait, tu appliques des couches de nacre, et que tu te reconstruis couche après couche, et à un moment, ça donne en fait une perle, en fait, un objet qui est rare et précieux, qui a énormément de valeur. Donc, pour moi, la résilience, c'est ça, c'est un processus qui vient de soi, qui est interne à soi, et qu'en fait, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de notre propre résilience, et qu'en fait, on le doit à nous aussi, tu vois, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans les conditions pour le faire, et parce qu'on a la volonté de le faire, et qu'on se met en mouvement aussi pour aller dans cette direction. Et je dirais que c'est ça, la résilience, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, parce que j'ai parlé de métaphore. Non, mais moi, ça me parle tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et je partage exactement. Pour moi, c'est un chemin et un processus, tu vois. C'est pas un truc, tiens, la ligne d'arrivée, elle est là, je suis résiliente. Non, c'est un processus, et c'est un chemin de vie, c'est un voyage, en fait. J'aime dire le mot voyage, parce qu'en fait, dans un voyage, on n'arrive pas pareil que quand on est parti. Il y a vraiment un chemin, en fait, qu'on a fait. C'est un voyage intérieur vers nos ressources, vers notre potentiel, en fait. Je crois qu'il est d'accord avec nous. Ourson, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment un voyage. C'est des étapes, en fait. On suit des étapes. C'est des étapes. Et j'allais dire, la résilience, il n'y a pas vraiment de but final. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment une ligne d'arrivée, c'est là et c'est fini. Et c'est un processus, un chemin. Continue, en fait, et je trouve que c'est ça qui est beau. Je voulais juste qu'on parle un tout petit peu de ton livre, du coup. Ouais, avec grand plaisir. Parce que moi, juste ce que je voulais faire passer comme message, du coup, pour ton livre, c'est que, comme tu l'as très bien dit un peu plus tôt dans ce témoignage que tu nous livres, c'est que c'est pas juste un livre où tu racontes ton histoire. Alors certes, tu nous expliques ce qui t'est arrivé, etc. Oui, ça fait 10% de mon livre. Hein. Voilà, sur les 400 pages, et les 40 premières pages, et les 90% restants. Et justement, je voulais vraiment en parler de ton livre, parce que pour moi, c'est un espoir pour toutes les victimes, parce que c'est pas juste un livre de témoignages, c'est un livre qui aide, qui peut vraiment vous aider, parce qu'il y a des tas d'exercices à faire. Moi, je t'avoue que je prends le temps vraiment même si j'ai quelques années déjà Oui, tu as déjà un parcours avancé de résilience. On va dire avancé, entre guillemets. Et tu vois, je prends le temps de refaire les exercices. Je pense notamment à la lettre pour libérer ses émotions ou libérer sa parole. J'ai écrit, là, justement, j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps d'écrire par rapport à la culpabilité et la responsabilité. J'ai fait cette lettre, du coup,
de me décharger encore. Et je me suis rendu compte que ça m'a fait énormément de bien quand tu as déchiré ce papier et tout. Je me suis dit, finalement, encore après On peut aller encore plus loin, en fait, c'est ça. On peut toujours aller plus loin sur son parcours. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler de ton livre, que c'est pas juste un livre de témoignages en disant voilà ce que j'ai vécu et voilà où j'en suis arrivée, ce que je fais, etc. C'est que c'est vraiment une aide en fait. C'est Tout à fait. tu parles des émotions, tu parles de faire une lettre au pardon. Enfin, je ne veux pas tout spoiler parce que j'ai vraiment enfin ceux qui sont intéressés vraiment à lire ton livre. C'est un prendre comme un livre d'exercice en fait de une aide à la reconstruction en fait. Ouais, j'ai voulu en faire un guide, un compagnon de route en fait sur notre voyage intérieur. Donc, comme tu dis, les livres de témoignages, il y en a déjà tellement. Je trouve qu'il y en a plein et c'est très bien. Je voulais pas faire un énième livre de témoignages parce que finalement, tu sais, voilà, même si on vit des épreuves parfois similaires, mais il n'y a jamais deux parcours qui sont identiques. Donc, jamais tu vas trouver un livre avec la personne qui a vécu exactement la même chose, avec les mêmes circonstances, les mêmes événements, le même contexte. Ouais. Et le livre des témoignages, ça apporte parfois des pistes de compréhension, mais tu restes. Moi, j'en ai lu, ça m'a aidé, mais je me dis, mais je reste sur ma faim. Mais c'est bien ce qu'il a. Mais comment elle a fait concrètement, la personne, comment elle a fait? Et que je me dis, tout le monde n'a pas forcément l'argent pour faire une thérapie ou faire du coaching, etc. Et je me suis dit, moi, c'est vrai que l'écriture, dans mon parcours, en tout cas, ça fait partie de ma résilience, c'est clair. Et moi, c'est une façon que j'ai aussi de pouvoir, en fait, sublimer mon épreuve. Moi, c'était vraiment important, comme je te dis, moi, j'avais une quête de sens, en fait, et d'identité, ça se rejoint. Mais quand j'ai compris que de mon épreuve, je peux en faire quelque chose et que ce quelque chose, ça a de la valeur pour moi, mais peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Oui. Je me dis, mais là, je réfléchis pas, je vais l'écrire. J'ai écrit le livre qui n'existe pas aujourd'hui et que moi, j'aurais tellement aimé avoir à mes côtés il y a quelques années quand j'allais pas très bien encore, que j'avais pas fait tout mon parcours de reconstruction, que j'avais pas fait ma thérapie, je me suis pas formée pour être coach moi-même ou thérapeute. J'aurais aimé avoir ce livre-là, franchement, à mes côtés parce que j'aurais gagné des années dans mon parcours de savoir tout ça. Ou j'aurais aimé l'avoir à 15 ans, tu vois, quand ça m'était arrivé. Ouais. Parce que j'aurais aimé, tu vois, quelqu'un vienne me voir à 15 ans, donc il y a plus de 27 ans, qui me dise, Ania, écoute, ce que tu as vécu, c'est terrible, mais tu sais, ça ne te définit pas et ça ne conditionne pas le reste de ta vie et que tu peux être heureuse, en fait, tu peux t'autoriser à vivre la vie de tes rêves, en fait, et rien ne t'est impossible. Et que ce n'est pas parce que tu as vécu ça que tu vas porter une étiquette à vie de victime. Et j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça. Après, je n'ai pas trouvé ce livre-là non plus. Après, j'ai fait tout mon chemin, que tu connais, que j'ai résumé dans les grandes lignes. Je me dis, mais ce livre, je vais l'écrire. Alors, l'écriture, on va dire, c'est quand même intérieur à soi aussi. C'est vrai que même si je l'écris pour d'autres personnes, mais je l'écris aussi pour moi-même, pour la petite fille que j'étais. Il y a une notion comme ça, tu vois, un peu de miroir, mais je l'écris aussi parce que ça fait partie de mon chemin de résilience et de transmission. Ça fait partie de ma reconstruction à moi, parce que moi, ça passe par la transmission. C'est ça. Et du coup, j'ai écrit à qui, en fait? J'écris à vous tous, vous toutes, résilients et résilientes, mais j'écris à moi, la petite fille que j'étais, et comme si je m'adressais à elle, et voilà. Aujourd'hui, moi, Ania, à 42 ans, je te transmets toutes les clés. Et toi, à 15 ans, que tu aurais aimé avoir et que tu t'as trouvé vraiment beaucoup plus tard dans ton parcours. Mais c'est pas grave, je ne regrette pas d'avoir découvert ça toute seule. Mais là, je m'écris aussi parce qu'il y a une forme, l'écriture est pour moi, en tout cas, thérapeutique. C'est pour ça que je donne beaucoup d'exercices aussi de type écriture parce qu'on peut le faire soi-même. Je donne des exercices que les gens peuvent mettre en place chez eux à leur rythme, mais que j'ai vraiment écrit le livre que j'aurais aimé avoir comme compagnon de voyage dans mon parcours personnel. Et comme je n'ai pas trouvé ce livre, et pourtant j'en ai lu des paquets de bouquins de dev perso et même de psychologie et tout, des livres aussi de psy, mais quelquefois qui parlent que de psychotraumatisme et qu'est-ce que c'est, mais parfois c'est un jargon incompréhensible et surtout ça ne donne pas des clés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai pas besoin qu'on me fasse un cours, tu vois, un cours de qu'est-ce que c'est que ça. J'ai besoin qu'on me donne des clés concrètes, c'est-à-dire, voilà, l'exercice pratique, c'est ça. L'outil, c'est ça. Voilà, tenez, je vous prends par la main, en fait, je vous montre comment faire, et maintenant, c'est à vous, et faites-le, parce que je ne peux pas le faire pour vous. Si tu veux, je donne des clés aux gens, mais les gens, les clés, ils les ont entre les mains, et ils commencent par là où ils veulent commencer. S'ils veulent commencer par, je ne sais pas, la culpabilité, c'est OK, ils commencent par ça. Mais c'est-à-dire que moi, je donne, en fait, aux gens, je leur rends la responsabilité sur leur vie. C'est-à-dire, quand je dis responsabilité, ça ne veut pas dire culpabilité. Ça veut dire, pour moi, responsable, c'est qu'on est capable de répondre, c'est-à-dire qu'on peut agir. Oui. On peut agir sur sa vie aujourd'hui et qu'en fait, c'est important pour moi dans ce processus-là, dans le livre, que les gens se réapproprient leur puissance personnelle. Ils disent, mais en fait, moi,
je peux être acteur et actrice de ma vie et qu'aujourd'hui, je redeviens l'héroïne de ma vie. Et voilà, j'ai encore parlé par métaphore, mais Ouais, parce qu'on est tous le héros et l'héroïne du livre, du roman de notre vie. c'est ça. Et que finalement, l'épreuve que tu as vécue, Mm. c'est qu'un chapitre dans ton histoire, mais le traumatisme n'est pas toute ton histoire. Ouais. Je ne suis pas, c'est pas mon identité, je ne me définis pas par ça. Et donc, du coup, pour moi, c'était important de rendre aux gens leur puissance personnelle, leur redonner les clés. Quelquefois, on a les clés d'une prison intérieure qu'on s'est créée, tu vois, quand on s'enferme dans une position de victime, et parfois c'est inconscient. Moi, je faisais inconsciemment, et qu'après, on ne s'autorise pas. Il y a une question aussi d'autorisation, de permission à soi, et tout ce travail intérieur, et en fait, on peut le faire que soi-même. Et parfois, c'est dur, on peut se faire accompagner par quelqu'un, par un thérapeute, par un coach, par un psy, ce que vous voulez. Mais même la personne qui nous accompagne, elle ne peut pas faire ce chemin pour nous. Donc, en fait, le livre, ça va être une première étape pour des personnes, déjà pour les sortir de la solitude, de l'isolement, pour leur dire que ce qu'ils vivent ou ce qu'elles vivent, on n'est pas seul. Il y a plein de personnes qui passent par ça. Et je leur montre, comme tu dis, des portes de sortie. En fait, moi, j'avais envie de donner aux gens des portes de sortie, donc des clés pour ouvrir des nouvelles portes. Ouais. Parce que la porte victime, on la connaît tous, la porte, voilà, mais en fait, derrière toi, il y a d'autres portes, ou à côté de toi. Enfin, il suffit de changer un peu de se tourner, de changer ta perception et voir qu'il y a des portes de sortie. Pour moi, c'est important de montrer ça. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de transmettre ça et d'écrire ce livre parce que j'aurais tellement aimé l'avoir à mes côtés. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir le transmettre à d'autres et d'encourager d'autres personnes aujourd'hui à se libérer à leur tour et de s'engager dans leur processus personnel, en fait, sur la voie du changement, parce qu'en réalité, tu vois, c'est vraiment un voyage de transformation intérieure et de changement, c'est ça. Et c'est sur ce parcours-là, c'est pour ça que je dis la destination, finalement, ça importe peu. C'est pas ça qui compte. Non. C'est pas dire, tiens, je suis arrivée à destination. Non, ce qui compte, c'est le voyage. Ce qui compte, c'est quand tu pars en voyage, et les voyages, ça commence par quoi? C'est les préparatifs du voyage. Et tu fais ta valise. Après, tu te mets en route pour l'aéroport ou la gare. Et puis, rien que d'être dans le train ou dans l'avion, ça fait partie déjà du voyage. Et pourtant, tu n'es pas arrivé encore à destination, mais c'est tous les préparatifs et toutes les étapes. Et ce qui compte, c'est ça, en fait. C'est tout ce voyage qui compte, parce que c'est lors de ce voyage que tu apprends en fait sur toi, tu t'apprends sur tes ressources et tu t'ouvres à ton potentiel en fait. Et c'est ça qui est important. Et peu importe la destination, parce qu'en réalité, comme tu dis aussi, il n'y a pas de destination finale. C'est ça. Parce que la destination finale, c'est le jour où on n'aura plus rien à apprendre, donc c'est-à-dire le jour de notre mort. Et je pense qu'on a encore des choses à apprendre toutes les deux dans notre parcours. Mais tant qu'on est en vie et tant qu'on continue d'apprendre, et je pense que c'est ça le secret aussi pour vivre une vie libre et épanouie, c'est de continuer d'évoluer, d'apprendre, de progresser. Et puis si on fait ce choix-là qui ne nous convient pas, c'est pas grave, on fait un autre choix. Si on a pris ce chemin-là et finalement ça ne nous convient pas, ok, c'est pas grave. On bouge chemin et puis on prend une autre direction. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, de toute façon. Enfin, quel que soit le choix qu'on fait, c'est qu'on devait faire ce choix-là à ce moment-là et qu'on a fait de notre mieux avec notre niveau de conscience et les informations qu'on avait en notre disposition. Donc, en fait, ça sert à rien de culpabiliser des choses qu'on a faites ou pas faites, ou penser, pas penser. Non, en fait, c'est à ce moment-là, on ne pouvait pas faire autrement. Et ok, je suis d'accord et je suis en paix avec ça. Et qu'aujourd'hui, je peux choisir à partir de maintenant, voilà, de faire différemment. Et ce que j'ai fait avant, je ne peux pas le changer. Par contre, je peux changer aujourd'hui mon présent. Et ce que je mets en place aujourd'hui, c'est ça qui va conditionner mon avenir. Et si je ne fais rien aujourd'hui, ou si j'ai toujours les mêmes habitudes, forcément, on va obtenir les mêmes résultats. Donc, mon livre, en fait, c'est pour montrer d'autres façons de faire, des choses peut-être peu habituées pour les gens, mais j'estime que quand tu fais les choses différemment, souvent, on obtient un résultat différent. En tout cas, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment donner des outils concrets et pratiques aux gens, que j'appelle des clés, voilà. Des clés, des outils, je suis tout à fait d'accord avec toi et tout ce que tu partages, j'aurais tellement aimé le savoir aussi il y a 3 ans, il y a 4 ans, parce que moi j'ai une super psychanalyste qui du coup m'a mis sur la voie du développement personnel, mais pas que, qui m'a fait prendre conscience de ma position de victime et qui m'a vraiment amenée vers la résilience parce qu'elle m'a partagé tous les outils que tu peux partager dans ton livre. En fait, elle me les a partagés aussi pendant ma psychanalyse et du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que moi, j'adore ton bouquin parce que c'est un voyage intérieur et ça peut vraiment...
je pense à toutes ces personnes qui savent pas trop, peut-être, qui osent pas aller voir des thérapeutes, des psychologues ou qui n'osent pas encore prendre la parole, qui sont, voilà, qui savent pas trop par où commencer ou alors qui ont pris la parole mais qui ne savent pas trop par où, quel chemin emprunter, en fait, si j'ose dire. Je trouve que c'est vraiment un livre, qui peut vous donner un premier élan, en fait, Tout à vraiment. fait, c'est un point de départ. Ouais, Et vraiment, moi, le but, quand j'ai écrit mon livre, c'est, comme tu dis, c'est bien au-delà d'un témoignage de vie. C'est pas oui, ça qui m'intéressait, mais c'est vraiment de transmettre aux personnes un message d'espoir, c'est de ça. résilience, de paix et d'amour, en fait. Et vraiment des outils pour se reconstruire, pour se libérer de certaines choses, du poids de la culpabilité, je pense notamment, qui est un gros travail Ouais, tout à selon fait. moi. La gestion, enfin la régulation, l'acceptation des émotions Ouais, aussi. de ses émotions, de comprendre les besoins qui sont cachés Voilà, derrière, travailler aussi. sur soi, sur Ouais, ses besoins, ouais. sur ses Le valeurs et sur pardon, travailler sur l'acceptation. ouais, le respect envers soi, l'affirmation de soi, Tout à qui fait. mène aussi à l'amour de soi, tu vois, et puis bah, tout ce qui est confiance en soi, des choses comme ça. Mais ça, personne ne peut le faire à notre place, en fait. Et ben, tout est juste, en fait, tout est OK. Et qu'en fait, c'est un point de départ pour la personne, hein, pour le lecteur et la lectrice, pour avancer, et quelle que soit l'étape où elle en est, en fait. Et j'estime qu'on est exactement là où on doit être à chaque moment. Tout à Et fait. que des fois, on me demande, Agnès, ce que tu regrettes de ne pas avoir parlé pendant 20 ans et tout. Ouais. Et là, je me dis, non, en fait, je ne regrette pas parce que, en fait, aujourd'hui, je peux dire ça. À l'époque, j'aurais dit autrement, tu vois, mais je dis, aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'à 15 ans, je n'étais pas en capacité de le faire. Et pour moi, c'était le meilleur choix à l'époque Oui, d'avoir gardé silence et je ne regrette pas et je oui, suis en paix avec mes choix. Donc non, et j'ai appris sur ce chemin-là aussi, donc qui est certes douloureux, celui de la solitude et de l'isolement, mais j'ai appris sur moi, donc je ne regrette pas parce que je ne serais pas passée par par toutes ces étapes-là, tu serais pas devenue la personne que tu es aujourd'hui, toutes en ces fait. étapes-là. Ben, peut-être que j'aurais pas pu écrire mon livre. C'est ça? Tu vois, donc j'ai pas de regrets à avoir parce qu'à chaque moment de ma vie, et c'est ça que je veux transmettre aux personnes qui nous écoutent, à chaque moment de votre vie, et ben, on fait de son mieux. Et Ouais. que le mieux d'hier ben, est différent du mieux d'aujourd'hui, qui sera peut-être différent du mieux de demain. Et c'est OK, en fait, c'est faire de son mieux. Et il n'y a pas d'injonction, il faut que ce soit comme ça. Non, le chemin de quelqu'un d'autre, c'est son chemin, ton chemin, c'est celui-là, parce qu'on n'a pas la même histoire de vie, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas le même rythme. Et puis, en fait, ce qui compte, c'est ben, on fait de son mieux. Et si aujourd'hui, voilà, je suis pas en pleine forme, et ben c'est pas grave, j'accepte. C'est OK, mais demain est un autre jour. Et que je m'accepte à quelle que soit l'étape où j'en suis aujourd'hui. Et je fais du mieux que je peux et selon mes priorités aussi, en fait. Ouais. Peu importe, mais c'est tous les choix qu'on a faits à chaque instant de notre vie, et Mmh. ben, ne pas les regretter parce que c'est le meilleur choix Mmh. qu'on avait à faire à ce moment-là et d'être en paix avec tout ça. Et aujourd'hui, à partir de là, aujourd'hui, le moment présent, ici et maintenant, au moment où je te parle, Marion, et ben, on peut faire des choix autres. On ne va pas regretter ce qui est arrivé avant ou le passé parce qu'on ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est le présent aujourd'hui. Et à partir de maintenant, au moment où je vous parle, eh ben, on peut faire un choix différent. Donc, ça peut être commencer par lire mon livre si vous voulez, ou vous faire accompagner, ou libérer votre parole, ou peu importe, mais ce qui compte, c'est vraiment, je pense, se mettre dans le mouvement, tu vois, dans un peu, oui, le mouvement, parce que la vie, c'est ça, il y a un flux, il y a un mouvement, et la vie est impermanente, en fait. Mmh. Tout bouge. Donc, de se mettre en mouvement, et en mouvement, j'ai pas dit que le marathon tout de suite, mais faire un tout petit pas aujourd'hui, en fait. Et un tout petit pas qui te rapproche, en fait, vers la destination, même s'il n'y a pas de destination finale, on va dire. Mais moi, ce qui m'a aidé, en tout cas dans mon parcours, c'est me mettre en mouvement et pas rester dans l'attente qu'il se passe quelque chose et que ça tombe du ciel, Ouais, parce que c'est ça. ça ne marche pas comme ça, il n'y a rien qui tombe du ciel. Parce qu'en fait, ça vient de toi, c'est que tu dois chercher à l'intérieur de toi. Ouais. Sinon, tu attends que ça tombe, ça tombera pas parce que la réponse est déjà en toi. C'est en toi. C'est ça. Ouais. La réponse est en toi et c'est là que tu dois chercher et Ouais. pas vivre dans l'attente. Et Mmh. au contraire, OK, ben là, aujourd'hui, ben voilà, je vais commencer à travailler sur moi. Et ça peut être, je sais pas, travailler, comme je te dis, ben, ça peut être pour il y a plein de portes d'entrée possibles, hein. On peut commencer par de la bienveillance envers soi, donc ça apporter de la douceur, des choses comme ça déjà. Et, ou déjà, ben, ne plus faire de reproches, ne Mmh. pas se critiquer, ou, parce qu'on est très bon pour ça, de se Ouais. juger, se Tout à fait, ouais. critiquer, s'auto-saboter. Ça peut commencer par ça peut commencer par lever le poids de la culpabilité, ça peut commencer par les émotions, ça peut commencer aussi par écouter son corps et les messages qu'il nous transmet. Ouais. Il y a pas un ordre, moi, Non. j'écris 25 chapitres, tu n'es pas obligé de faire dans l'ordre des 25 chapitres. Ouais. Moi, j'ai fait comme ça, comme un parcours, mais Ouais. comme le voyage de chacun et chacune Et est différent. unique, Ouais. on peut commencer aujourd'hui, si ma priorité, c'est de travailler sur, je sais pas, l'amour de soi, je vais commencer sur ça, par exemple. Voilà. Ouais. Mais Tout à fait raison. il y a autant de parcours de résilience qu'il y a de personnes sur Terre, et je Tout pense à qu'on fait. est tous des résilients et des résilientes.
Parce que je connais personne qui n'a pas vécu d'épreuves. Donc, tout le monde n'a pas vécu de violence sexuelle, mais on est tous passés par des étapes ou des épreuves Que ce soit, difficiles. Et c'est comme ça qu'on apprend. ouais, j'estime aussi que, par exemple, les deuils, les divorces, les séparations, voilà, chaque épreuve, en fait, même quelle qu'elle soit. Et j'en ai fait un podcast justement là-dessus où j'ai mis chaque épreuve mène à la résilience, en fait. Et, Oui, tout à fait. et c'est ça, en fait, c'est que chaque épreuve de notre vie nous amène à devenir plus forts, plus nous-mêmes, qu'on en apprend davantage sur nous-mêmes. Et il y a tout un travail d'acceptation aussi de ce qui Ouais. est. Donc des épreuves voilà, pour moi, des épreuves, ça nous mène vraiment vers la résilience et c'est pour ça, c'est le message que je transmets aussi. Bien sûr, tu as raison, et ça mène vers la connaissance de soi, en fait, et Oui, la découverte de ses propres ressources, parce qu'en fait, on a toutes les ressources en nous nécessaires à notre propre changement. Ça, c'est un présupposé qu'on a en PNL, que je répète à mes clients, mais c'est vrai, on a les ressources en nous et que c'est qu'il n'y a rien qui nous soit impossible. ouais, Vraiment, il y a tout. Comme tu dis, en fait, je pense qu'on est même, on n'a pas, on vit généralement diverses épreuves et moi, j'ai pas qu'un chemin de résilience par rapport aux violences sexuelles, j'ai un chemin de résilience après chaque décès dans ma famille, après le burn-out, après ma séparation, des choses comme ça. Et en fait, chaque épreuve m'a appris quelque chose et oui, que derrière une épreuve, eh ben, se cache un cadeau. Alors, je précise, attention, l'épreuve n'est pas le cadeau, parce que je souhaite à personne de vivre ça, c'est pas ça, mais derrière une épreuve de vie, eh ben, on peut recevoir un cadeau de son épreuve, c'est-à-dire recevoir des leçons de vie et des apprentissages ouais, qui font qu'en fait, ça a une valeur inestimable. Et moi, je n'aurais pas reçu tous les cadeaux de toutes ces épreuves et les cadeaux que j'ai acceptés aussi, que j'ai su accueillir. Je n'aurais pas pu transmettre tout ce que je transmets dans mon livre, en fait. Ça, dans mon livre, je transmets les apprentissages que j'ai faits sur mes 27 ans de parcours de résilience voilà, suite à cette épreuve-là. Et que c'est pour ça que je dis je regrette rien de ma vie, parce que ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire à 15 ans, tu vois, parce qu'il me fallait apprendre tout ça sur mon parcours. Et à un moment, l'année dernière, j'ai écrit en plein Covid. Je me dis, bah, OK, aujourd'hui, je suis en paix avec mon histoire, je suis en paix avec moi-même et je m'accepte telle que je suis dans ma globalité. Ben, là, je suis arrivée à ce niveau-là où je peux transmettre ce message d'espoir et tout. Et peut-être mon livre, j'aurais écrit il y a 6 ans, quand j'ai commencé à libérer ma parole, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais écrit juste un livre de témoignages. Mais moi, perso, ben, j'en étais plus là. L'année dernière, quand j'ai écrit mon livre, j'étais déjà à une autre étape. Je dis non, mais ça m'intéresse pas d'écrire juste sur mon histoire parce que ça va pas assez aider les personnes. Moi, ça m'aide pas assez, quoi. Si je me replonge en arrière, non, j'ai envie d'écrire un livre qui aide les gens à transformer leur vie. Et c'est pas moi qui transforme la vie des gens, c'est eux-mêmes quand ils se mettent dans le processus de leur propre transformation. Et c'est peut-être ça. Et peut-être mon livre, ça peut être un point de départ où ça fasse un déclic. Tu vas peut-être dire des choses ou tu vas faire des exercices et tu dis, j'avais pas vu les choses sous cet comme, angle-là, ou je ne savais pas, j'avais pas compris, ou j'avais pas compris qu'il y avait un processus de deuil. Moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, la résilience, ça passe par un processus de deuil. ouais, Donc, les violences sexuelles, c'est pas un deuil, mais il y a quand même un deuil à faire, en fait. ouais, c'est Comme ça. quand on perd quelqu'un, mais il y a un vrai processus. Et quand j'ai compris que c'était normal de passer par des étapes comme le déni, la colère, le marchandage, l'acceptation, et là, la tristesse et l'acceptation, et après qui mène vers la résilience, je me dis, ok, mais je ne savais pas tout ça. Donc, Ouais, c'est normal voilà, c'est normal d'avoir de la colère, de la tristesse, passer par des phases de culpabilité ou parfois être dans le déni ou la minimisation. J'ai compris ça et je me dis, en fait, c'est vraiment, il y a un processus, c'est un voyage. Et mon livre, en fait, c'est vraiment pour apporter ces clés de compréhension. Et au-delà de ça, c'est pour apporter après des outils. Là, c'est un moment, c'est OK, là, j'ai fait du blabla, stop, non, pause, et on pratique. Parce ouais, qu'en fait, comment on assimile, en tout cas, le cerveau humain, il marche comme ça, et moi, je marche comme ça. Moi, j'apprends par la pratique et par ce que j'expérimente. Si on te dit des trucs, mais si tu ne le vis pas par toi-même, ça. il faut que ça passe aussi par le corps aussi. Voilà, il faut que ça passe par ton corps. Bah, tu ne peux pas l'intégrer, ça va être que juste du savoir. Et le savoir, ça ne donne pas de compétences. Ça rassure ton mental de peut-être de savoir, mais à un moment, pour l'intégrer, tous les principes, moi, je ne connais pas de meilleure façon que d'expérimenter, mettre en application, implémenter dans ta vie. Ouais. Et je pense que la transformation, le niveau de transformation, de changement, ça passe par le niveau d'implémentation. C'est à quel point toi, tu t'engages sur la voie de ton propre changement, donc à quel niveau tu implémentes dans ta vie, donc c'est-à-dire à quel niveau tu mets en pratique. Ouais. Et plus on pratique, plus on s'entraîne. Et c'est là qu'en fait, on obtient des résultats au-delà de nos espérances. Moi, j'ai lu beaucoup de bouquins aussi, mais au-delà de la lecture, c'est pas ça qui m'a transformée. Non, Ça c'est m'a fait faire. faire. Moi, c'est ce que j'ai mis en pratique qui m'a transformée. C'est pas juste l'écrit, les principes. Ok, c'est un point de départ, mais ce qui m'a le plus aidé dans mon parcours, clairement,
c'est de mettre en application ce que j'apprends. Et mon livre, c'est ça. Si je donne les clés aux gens pour qu'ils mettent en application, et je ne peux pas faire en place, mais je leur donne des outils que je partage aussi, d'ailleurs en séance de coaching, en thérapie, quand j'accompagne des clients. Alors, j'ai encore d'autres outils parce que je ne peux pas tout transmettre dans un livre, il y a des trucs qui sont durs à transmettre. Mais en tout cas, les exercices que je donne, je les fais aussi avec mes clients. En plus, donc, ça peut être une première étape pour des gens qui n'ont pas peut-être les moyens d'aller en thérapie ou qui n'ont pas trouvé la bonne personne pour les accompagner ou qui n'osent pas en parler aujourd'hui, mais toute seule ou tout seul déjà, à ton parcours, là où tu en es aujourd'hui, tu peux faire autrement. Et mon livre donne vraiment ces pistes-là. Je donne des outils concrets, voilà, des exercices, des clés pour que les gens puissent le faire à leur rythme, chez eux, en toute tranquillité. À portée de tous. Envers soi. À portée de tous et de toutes. D'ailleurs, même si mon livre, je l'adresse aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles, en réalité, je pense que mon message va bien au-delà. C'est à toutes les personnes qui ont vécu des épreuves traumatiques dans leur vie. Et je pense qu'il y a vraiment tout un parcours à faire de voyage. C'est un voyage alchimique, voilà, un voyage alchimique de transformation. Tout à fait. C'est très beau, en tout cas, tout ce que tu nous dis, Ania. Vraiment, merci beaucoup, parce que vraiment, c'est très, très, très inspirant. Je pense que ça va beaucoup plaire. De toute façon, je me permettrai de remettre tous les liens pour te retrouver, que ce soit ton blog, ta chaîne YouTube, et même je mettrai aussi le lien si vous voulez du coup vous procurer le livre de Ania dans la description du podcast. Vous retrouverez tout ça pour retrouver Ania du coup. Merci beaucoup, je pense. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager? Je pense qu'on aurait pu parler des heures, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce que tu as un dernier mot à partager? Passer ce moment-là avec toi et avec toutes les personnes qui te suivent. Merci beaucoup en tout cas. C'est vrai que je pourrais parler pendant des heures aussi avec toi de ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que voilà, un seul podcast ne pourrait pas suffire. On en fera d'autres alors. Il y a toujours des choses à transmettre. Mais merci pour ce que tu fais aussi. Parce que voilà, c'est vrai que le fait de se libérer, comme ça commence par soi, ça va encourager d'autres personnes à faire de même parce qu'on montre un chemin possible. On montre de l'espoir aux gens, on leur montre que c'est possible. Parce que toi, tu l'as fait, moi, je l'ai fait, et d'autres vont le faire, en fait. Moi, je suis confiante. Donc, c'est pour ça que même pour moi, j'estime que mon voyage n'est pas fini. Et je continue toujours d'apprendre, de me former, parce que plus moi, je me transforme, et plus j'accompagne des gens encore plus loin sur leur chemin de transformation. Et c'est ça qui est beau. Donc, merci pour ce que tu fais aussi. Ça a du sens. Oui, mais merci à toi surtout, parce que sache que c'est toi qui m'as donné vraiment l'espoir, en tout cas, à un moment donné dans ma vie, de me dire, OK, je peux le faire aussi, je peux en parler librement sur les réseaux sociaux, sur Internet. J'ai commencé par un blog aussi, donc c'est pour te dire que vraiment, c'est... Ouais, tu m'as vraiment aidée à un moment donné dans ma vie, donc tu es cet espoir et du coup, voilà, de toi va naître des petites perles, donc je suis la petite perle et j'espère qu'il y aura d'autres petites perles. Les petites perles vont donner d'autres perles. Merci, c'est beau ce que tu me dis. En fait, je ne sais pas que je t'ai aidée, c'est que je t'ai inspirée pour que tu t'aides toi-même, en fait, que tu fasses ce chemin, mais je t'ai montré une possibilité pour faire ton chemin, mais pour te guérir toi. En fait. Et donc, c'est ça qui est beau, parce que ça crée comme des chaînes humaines, en fait. Oui, c'est ça. J'ai envie de faire, via mon livre, via ma chaîne YouTube, puis les conférences que je donne, etc., ou mon activité, c'est montrer, mais regardez, voilà, il est possible. C'est possible, en fait. C'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je vois mes ressources en moi, je vois mon potentiel et c'est pour ça que je peux voir en vous. Je vois ma propre lumière et donc c'est pour ça que je peux voir la vôtre. En fait, c'est ça, c'est que plus on travaille sur soi et plus on est capable aussi d'aider au mieux les autres, en tout cas de les accompagner, on va dire, parce qu'on ne peut pas faire ce chemin pour eux, mais c'est ça. Et puis moi, je me libère et puis je vais encourager d'autres à le faire et plus toi, tu continues ton chemin aussi, il t'encourage d'autres à le faire. Donc, ça passe notamment par cette interview aujourd'hui. Il y aura sans doute d'autres choses encore à faire, mais c'est vraiment ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller vers les ressources, vers le potentiel des gens. Et pas de... Voilà, ça sert à rien de remuer en boucle, on va dire, son passé, parce qu'on ne peut pas le changer. Mais par contre, ce qu'on peut changer, ça commence maintenant, à la seconde, là où je te parle. À partir de là, on peut faire des choix qui vont transformer notre vie. Et moi, ça a commencé comme ça, en fait. Mon chemin, c'est que j'ai commencé à faire des choix pour moi. Et il s'avère qu'après, j'ai continué, je me suis engagée sur ce chemin-là.
Et ça a transformé ma vie. Et encore, je pense que je suis qu'au début de mon parcours, tu vois. Je pense que j'ai encore d'autres choses encore sûrement Je à suis faire, tout à fait à d'accord. penser. Et Ouais. c'est pour ça que c'est passionnant, parce qu'il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de fin, parce qu'on continue tout le temps de se métamorphoser et d'évoluer. C'est très Donc, beau en tout cas. Ouais, merci beaucoup pour tous tes mots, tes messages, ce que tu diffuses vraiment, c'est hyper, hyper inspirant. Heu, merci, ça me fait plaisir. J'ai continué, j'ai continué à diffuser et à ouais, inspirer alors. il faut qu'on continue parce que je pense qu'on est vraiment, enfin on est des messages d'espoir pour les autres et Ouais, plus on sera nombreux à montrer qu'on peut y arriver et plus on aidera les autres et moi je suis vraiment convaincue que, ouais, moi j'ai vraiment trouvé aussi ce sens-là à ma vie que j'aime transmettre, que ouais, parce que toi aussi, tu es pareil que moi dans le partage, la transmission. ouais, Ouais, transmission, la diffusion, enfin voilà, tous ces termes-là, en fait, c'est vraiment transmettre aux autres que on peut s'en sortir, on peut bien vivre, on sûr. peut se faire des objectifs. Cette interview en est la preuve. Regarde, on prend la parole, on Mmh. diffuse des messages d'espoir, de résilience et tout ce que tu veux. Oui. Vraiment, voilà, merci beaucoup encore. Merci à toi, Marion. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est possible à la fois pour toi comme pour moi, Ouais, parce qu'on est arrivé à un niveau où toutes les deux, on a trouvé, on va dire, une paix intérieure par rapport à notre histoire. On a trouvé cette sérénité, ouais, cet apaisement, et c'est ça qu'on peut transmettre aujourd'hui, en fait. c'est Parce ça. qu'on est arrivé à ce niveau-là, Ouais, et que moi, j'ai pu, voilà, j'ai dépassé ces stades de haine, de colère, de violence, de désir de culpabilité. vengeance, que j'ai connu aussi, Mmh, de culpabilité. mmh, Et quand je me suis libérée de ça, aujourd'hui, mon message est tout autre en fait. Et je pense qu'on émet d'autres vibrations ouais, et qu'aujourd'hui, ben, ce que j'ai envie de transmettre, ben, c'est vraiment de l'espoir, c'est de la résilience, c'est de la paix, c'est de l'amour et l'amour, encore commencer par l'amour de soi d'ailleurs en premier lieu, mais c'est vraiment ça, c'est parce que je pense qu'on peut transmettre ce que nous-mêmes on est aujourd'hui, tu vois, c'est ça. et Et qu'aujourd'hui, je suis en paix avec mon passé, je suis en paix avec mon histoire, je suis en paix avec moi-même. mmh, Et donc, c'est ça, voilà. Et je pense que toi, comme moi, ben, on se lève le matin, ben, on a un pourquoi qui est très fort, on sait pour quelle raison. pourquoi on le On, fait. on est là, on sait, voilà. Quand on sait pourquoi, Ouais, on a cette vision-là et qu'on a envie tous les deux d'œuvrer pour un monde meilleur et de continuer à transmettre, à diffuser voilà, nos vibrations, nos énergies, notre message pour que d'autres aussi le fassent à leur tour et que c'est, voilà, il y ouais, a plein de belles choses qui sont en œuvre et en cours. tout à fait. Tout à Et fait, tout voilà. à fait. Donc, je serais ravie de continuer un autre jour, On peut à faire un autre moment, bah, nos échanges, parce que tu as ouais. raison, il y a plein de choses à se dire. Mais merci pour ce temps que Non, tu mais merci à m'as toi pour accordé. ce temps que tu m'as accordé aussi. Je vous dis encore, je me répète, vous trouverez du coup, vous pouvez retrouver Anya du coup, je vais mettre tous les liens pour la retrouver dans la description. Je rappelle du coup elle a sorti, un merveilleux livre qui s'appelle «L'or de nos cicatrices» que je vous mettrai le lien si vous voulez vous le procurer, qui a un beau message d'espoir et qui peut vraiment vous aider à faire le premier pas du coup pour, dans votre construction. Merci beaucoup Anya. Je te remercie infiniment. Merci Marion du fond du cœur. Merci à tous ceux Le qui plaisir est ont partagé. écouté. Et puis, on se retrouvera très vite du coup pour un nouvel échange, j'en suis sûre. Merci à Ouais, avec grand plaisir. vous de passer une très très bonne journée. Bah, gros bisous à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Prenez bien soin de vous.